Bonsoir YouTube et bienvenue à cette nouvelle soirée Horrifiques Histoires. Et ce soir, pour cette première horrifique histoire de la soirée, trésor de famille, une nouvelle de Shirley Jackson. Braves gens, bonne écoute. Anne Waite était une jeune fille infortunée. Bien qu'elle fût, parmi toutes les résidentes du petit dortoir, la seule que l'on aurait pu amener à convenir de son infortune. À la différence des autres filles, Anne se sentait libre et à l'aise dans ses mouvements, acceptant les règles ordinaires de l'institution et de la vie en communauté comme une concession faite aux autorités au lieu d'y voir une obligation imposée. L'université était grande et Anne petite. Pourtant, l'université devait se plier plus strictement qu'Anne à une discipline de fer et était donc dans l'ensemble, selon Anne, plus infortunée qu'elle. La direction de l'université avait été conduite à distinguer Anne tout particulièrement parmi les étudiantes, à cause de la mort de sa mère, survenue durant le dernier trimestre de sa première année. Anne, à présent en deuxième année, n'avait aucun parent survivant, excepté l'université. Ses frais de scolarité avaient été réglés à l'avance, de même qu'était versée une allocation régulière, quoique maigre, qui permettrait à Anne, pour le cas où la bienveillance paternelle de l'université atteindrait ses limites, de s'acheter des vêtements. L'université fournissait à Anne une chambrette assez convenable dans l'un de ses bâtiments équipés de tout le confort où, comme 15 autres filles, Anne avait à sa disposition un lit, une chaise, un bureau et une commode. Elle était tenue de descendre à 7 heures pour le petit déjeuner, de se présenter promptement aux exercices d'alerte incendie, d'avoir réintégré le foyer pas plus tard que 11 heures les soirs de semaine, minuit le samedi. Elle était aussi tenue de se montrer raisonnablement agréable avec ses camarades, une camaraderie qui ne devait en aucun cas s'étendre à une dévotion extrême, à des chuchotements ostentatoires dans le réfectoire ou au partage d'un même lit. Elle devait se lever quand la directrice entrait dans la pièce et se comporter poliment avec les domestiques. La mère d'Anne était morte après la fin de la saison de football. Et longtemps
avant la saison des bals du printemps. Et même si Anne était à l'époque une fille plutôt timide et sans amis, tout le monde au foyer, depuis la directrice jusqu'aux 3 filles du premier qui avaient été autorisées à installer un labo photo dans la salle de bain de l'étage, était venu voir Anne, soit sous la grisaille avant qu'elle ne parte chez elle, soit pendant les belles et chaudes journées qui avaient immédiatement suivi son retour, afin de lui offrir à la fois sa compassion et, sous couvert d'amitié, une vive curiosité concernant les détails de l'enterrement. Anne devinait vaguement, sans pouvoir vraiment le prouver bien sûr, que plusieurs des filles, Elena par exemple du deuxième et Cheryl, la déléguée du foyer, qui s'était assise à ses côtés et avait déclaré avec des sanglots dans la voix « Je sais ce que j'éprouverais si c'était ma mère », avant de fondre en larmes, était ensuite partie directement de sa chambre pour rejoindre de séduisants garçons qui garaient leur voiture, ainsi que l'exigeait la sacro-sainte coutume sur la colline près du lac, et que Cheryl, certainement, Elena, probablement, avait ri et bu de la bière et... quoi d'autre ? Se demandait Anne. Rien de tout cela ne dérangeait particulièrement Anne. Ce qui la dérangeait en revanche, ce qu'elle jugeait insultant, c'était la vitesse avec laquelle elle avait perdu de la valeur aux yeux des autres filles, une fois sa mère enterrée. Il n'était plus de bon goût de la prendre en pitié, car, en vertu du cliché communément admis, Anne essayait d'être courageuse. Quand son courage fut clairement établi par la discrétion dont elle faisait preuve, Anne redevint la fille terne du 3e étage qui vivait seule, n'avait pas d'amis et parlait peu. C'était trop espéré, naturellement, que Cheryl et Elena la présentent à leur jeune compagnon parce que sa mère était morte, ou que les 3 filles du premier lui permettent de développer des photos dans le labo de leur salle de bain. Mais Anne avait caressé l'espoir, comme tant d'autres à qui sont arrivés des événements soudains et inhabituels, qu'à la fin, lorsque tout serait terminé, elle serait peut-être différente. Un visage un peu plus joli, pourquoi pas, ou des cheveux d'une couleur plus tranchée, ou au moins une tristesse intéressante dans son attitude et la capacité à trouver quelque chose à dire rapidement et sans effort quand elle croisait les autres filles dans le couloir. Au début donc de sa 2e année à l'université, Anne obtenait d'aussi bonnes notes qu'on pouvait s'y attendre de sa part, assistait aux exercices d'alerte incendie avec une ponctualité irréprochable, n'aurait sûrement pas été accusée d'amitié disproportionnée, et en fait, n'allait pas mieux du tout après la mort de sa mère. Anne ne mit pas longtemps à s'en apercevoir, puisqu'elle était, certes, silencieuse et effacée, mais agile d'esprit. La 3e semaine de l'année avait donc à peine commencé lorsqu'elle vola le bracelet de cheville d'Elena et le dissimula dans la malle de sa mère. Le bijou disparut sous les livres, les papiers et l'étole ancienne en fourrure ayant appartenu à sa mère, dénuée de valeur, qui lui avait été attribuée lors du partage des biens de la défunte. La banque où était déposé tout l'argent d'Anne, une machine impersonnelle qui se donnait un air humain en accordant cette attention sentimentale à un petit détail, la lui avait envoyé en souvenir dans un paquet proprement emballé.
le bracelet de cheville d'Helena, en or massif, lui avait été offert par un jeune homme qui, à présent, ne servait plus ses intérêts. Anne l'avait vu durant les jours radieux de son affliction, dans un coffret à bijoux en porcelaine bleue sur la commode d'Helena. Il serait difficile de découvrir sa disparition au milieu d'un fatras de colliers, de poudriers et de menus objets présentés à Helena par divers jeunes hommes dont elle se rappelait les noms lorsqu'elle contemplait leurs insignes honorifiques dans le coffret, même si, le plus souvent, elle oubliait les circonstances au cours desquelles elle avait reçu ses trophées. Le bracelet de cheville n'était pas le plus formidable, ni le plus infime des trésors d'Helena. Et Anne, en le dérobant, avait la conviction que, parmi les multiples cadeaux des jeunes hommes dans le coffret, Helena ne serait jamais capable de se remémorer le nom gravé sur le bracelet tant qu'elle ne l'aurait pas sous les yeux. Un soir, plusieurs jours après que le bracelet eut rejoint l'étole en fourrure au fond de la malle dans son placard, Anne passa devant la chambre d'Helena, où s'élevaient les voix animées de 6 ou 7 filles. Et après avoir hésité un instant sur le seuil, se glissa à l'intérieur et s'assit par terre près de la porte. Bien que tout le monde eût remarqué sa présence et manifesté une relative amabilité à son égard, personne ne lui posa aucune question ni ne s'adressa à elle. Son entrée ne modifia pas non plus la teneur de la conversation. Pendant qu'Anne était là, Helena consulta le coffret à plusieurs reprises, 2 fois pour y ranger des objets et 1 fois pour vérifier en quelle année un jeune homme avait été accepté au sein du prestigieux club de l'université. De toute la soirée, Helena ne s'aperçut pas qu'il lui manquait un de ses bracelets de cheville en or. Le jour où un avis apparut sur le panneau d'affichage du dortoir pour annoncer la date du bal d'hiver de l'université, Anne pénétra subrepticement en pantoufles dans la chambre de Cheryl pendant que celle-ci était en cours. Dans le tiroir supérieur du bureau de Cheryl, Anne l'avait vu auparavant. Il y avait un ensemble stylo-crayon à papier bon marché dans son étui original qui avait été offert à Cheryl pour son diplôme de fin d'études secondaires par les élèves de sa classe, lesquels, grâce à son influence de délégué, ressemblaient exactement à toutes les autres élèves sorties de cette école. Anne avait entendu Cheryl parler de l'étui, le stylo ne marchait plus, avec une bienséante modestie. Avant de recevoir son prix,
Elle avait été élue meilleur espoir. Et de timides plaisanteries circulaient à propos des livres formidables qu'elle écrirait avec le stylo et des esquisses formidables qu'elle dessinerait avec le crayon. Mais aussi du fait qu'elle n'utilisait ni l'un ni l'autre, même si elle était déléguée du foyer et membre du conseil supérieur de l'université. À la suite de son nom, sur le stylo comme sur le crayon, était gravée l'inscription « Élu meilleur espoir ». Anne déposa l'ensemble stylo-crayon à papier avec le bracelet de cheville au fond de la malle de sa mère. Et si Cheryl remarqua sa disparition, elle n'en parla pas à Anne, alors qu'Anne rejoignait à présent les autres filles dans le salon, une fois le foyer fermé pour la nuit, où en pyjama et peignoir, elle buvait des coca commandés à une boutique du coin et mangeait des sandwichs à peine moins bons que les repas de l'université. Dans la chambre d'une fille prénommée Maggie, dont l'humour était légendaire, Anne vola un ours gris en peluche que Maggie cachait sous son oreiller. L'ours était déjà confortablement installé dans la malle de la mère d'Anne quand Maggie découvrit sa disparition. Après en avoir noblement débattu avec elle-même, elle décida de ne pas en souffler mot, mais de redoubler de sarcasme contre le monde jusqu'à ce que son ours errant lui revienne, par des voies aussi secrètes qu'il s'en était allé. La tactique d'Anne consistait à surveiller la fille qu'elle avait choisie pour cible, le nez collé à la porte de sa chambre légèrement entr'ouverte, ou dos à une fenêtre avec le rideau rabattu devant elle, jusqu'à ce que celle-ci ait quitté le foyer. Alors, chaussée de pantoufles et ayant enfilé d'ordinaire un peignoir par-dessus ses vêtements, prenant parfois une serviette de bain pour détourner les soupçons et couvrir un objet volumineux, elle s'avançait à pas furtifs, le cœur agité de délicieuses palpitations, en se mordant les lèvres pour ne pas sourire. Au début de l'après-midi, à l'heure la plus calme, Anne pouvait passer d'un étage à l'autre en empruntant les escaliers de service sans être vue ou, dans le cas contraire, sans attirer l'attention. Si elle rencontrait quelqu'un, elle dirait que la baignoire du troisième était occupée et qu'elle descendait au deuxième pour prendre un bain, ou au premier pour téléphoner. Si on la surprenait sortant d'une chambre, ce qui à sa connaissance n'était jamais arrivé, elle dirait avec une parfaite sincérité qu'elle cherchait quelque chose. Avant que la neige n'ait complètement fondu, tandis que l'année universitaire décrivait sa ronde inexorable, Anne possédait, outre le bracelet de cheville, l'ensemble stylo-crayon à papier et l'ours en peluche gris, une combinaison en satin noir qu'elle avait trouvée par terre dans un placard, puis soigneusement lavée et pliée avant de la ranger dans la malle de sa mère. Une copie carbone d'un sonnet tapé à la machine et daté. L'original avait été envoyé, Anne le savait, à une revue de poésie peu de temps auparavant, mais la lettre de rejet n'était pas jointe à la copie. Et un petit carnet en cuir, vierge hormis la première page, sur laquelle était écrit en grosses lettres « Acheter aspirine, écrire aux parents, finir devoir d'espagnol,
robe chez teinturier. Peu à peu, bien sûr, la plupart des disparitions furent découvertes. Cheryl, ouvrant un jour son tiroir avec la vague intention de se prouver ce qu'elle valait, ne trouva pas son ensemble stylo-crayon à papier frappé de l'inscription « Élu meilleur espoir » et après avoir longuement réfléchi, mentionna l'affaire à quelques-unes de ses amies, tout en se gardant de porter une accusation. « Je ne dis pas qu'il a été volé », répétait Cheryl. « Je ne pense pas qu'il y ait une voleuse au foyer. C'est juste que je ne vois pas où mon stylo et mon crayon à papier ont bien pu passer. »« Tu les as peut-être oubliés quelque part ?» suggéra une des filles, ce qui, pour le coup, ressemblait franchement à une accusation. Indignée, Cheryl rétorqua. « Je ne me promène jamais avec. Sur les deux, il y a écrit meilleur espoir. Vous vous rendez compte ? Mais je dis quand même qu'ils n'ont pas été volés. » Quand la disparition de la combinaison en satin noir devint un sujet de conversation, Cheryl exprima ses craintes sur le mode. « Mais qui ferait une chose pareille ? Et je ne veux pas croire qu'il y ait une voleuse au foyer. » Maggie, qui avait perdu son ours en peluche gris, n'en parla jamais. Mais elle était presque certaine qu'une chevalière en argent avait disparu dans son tiroir, celui d'en haut à droite, et croyait bien avoir vu une des femmes de chambre tourner autour de la commode avant de s'apercevoir que la chevalière s'était volatilisée. La fille qui avait écrit le sonnet reconnut en rougissant qu'elle ne savait pas exactement combien de copies carbone il lui restait. L'une des filles se rappela qu'elle avait autrefois un poudrier avec son nom gravé et qu'elle ne le trouvait plus. Une autre, qui pensait que la lingère avait égaré son chemisier jaune, supposa à présent qu'il avait probablement été volé. Durant l'une des discussions, Anne apporta sa contribution en ajoutant à voix basse qu'elle avait aussi perdu 2 ou 3 objets. Mais personne ne lui prêta attention, jugeant sans doute que les effets personnels d'Anne étaient de toute façon tellement insignifiants que leur disparition ne présentait aucun caractère d'importance. « Je ne peux pas croire que ce soit les femmes de chambre, » disait maintenant Cheryl. « Ce n'est pas possible, pas les femmes de chambre. »« Quelqu'un d'extérieur alors ?» proposa la fille qui avait perdu la combinaison en satin noir. « Je n'ose pas imaginer que quelqu'un soit entré chez nous en catimini et fouillé dans nos vêtements. » Elle réprima un délicieux frisson. « Non, personne n'aurait pu entrer ici, » décréta Helena. Elles s'amusèrent à tourner autour de la possibilité qu'il s'agisse de l'une d'entre elles et, riant sous cape, se lancèrent des regards soupçonneux. L'excitation atteignit son comble lorsqu'un groupe composé d'Helena, Cheryl et plusieurs autres pensa que c'était Maggie. Cheryl déclara alors avec fougue. « Je ne peux pas croire que ce soit Maggie. »« Elle n'a pas beaucoup d'argent, » fit remarquer quelqu'un. « Elle aurait pu vendre les bijoux. »« Elle a un chandail neuf, » renchérit Helena. « Le rouge. Et ce chandail a coûté beaucoup plus cher que tout ce que Maggie portait jusque-là, je peux vous l'assurer. »« Bien sûr, » dit Cheryl d'un air songeur. « Elle n'oserait pas porter ce qu'elle a. Enfin, vous me comprenez. Mais quand même, je ne peux pas croire. » Un autre groupe, parmi lequel Maggie et les 3 autres filles qui avaient installé le labo photo dans la salle de bain, incriminait Cheryl. « Bien sûr, » dit Maggie dans un effort charitable. « Si c'était vraiment Cheryl, on ne pourrait pas le lui reprocher. Je veux dire,
Parfois, les gens ont une maladie qui les oblige à voler. La dipsomanie, affirma sentencieusement une des filles du labo photo. Ça ne se soigne que par la psychanalyse. Les filles se pressèrent autour d'elle pour l'écouter. Puis, quelqu'un souffla. « Vous croyez que ses parents le savent et qu'ils la laissent revenir au foyer ?» « Ses parents, justement, » dit Maggie. « Ils ne veulent pas qu'elle leur vole leurs affaires. » Il y avait naturellement un troisième groupe, rassemblé autour de diverses meneuses, selon lequel la coupable était Elena. « Elle ne supporte pas que quelqu'un ait quelque chose qu'elle n'a pas, » dit une des filles. « Elle devient folle quand elle nous voit avec un nouveau manteau. »« Et pourtant elle est bien assez gâtée, » dit une autre. « Je ne peux pas vraiment imaginer Elena touchant à quelque chose qui ne lui appartient pas. Sauf qu'elle est affreusement jalouse. » Les autres filles, d'après lesquelles les vols avaient été commis par les 3 autres filles du labo photo, fondaient leur accusation sur des faits irréfutables. Premièrement, que de toute façon, celles qui ont la permission d'installer un labo photo dans la salle de bain du premier se prennent pour les reines du monde. Deuxièmement, on ne savait jamais vraiment quand elles étaient enfermées dans leur labo, même si elles le prétendaient. Elles pouvaient se trouver n'importe où dans le foyer. Et, troisièmement, l'une des 3 avait admiré avec enthousiasme un chat en porcelaine sur la commode d'une autre fille du foyer, et quoique le chat n'eût pas encore disparu, un paquet de cigarettes posé à côté avait été subtilisé. Et n'importe qui était susceptible de perdre la tête et d'attraper un objet qui lui faisait envie. Personne, pas un seul instant, ne soupçonna Anne. Au milieu de la confusion et de la méfiance générale, elle passait d'un groupe à l'autre, exprimant des opinions dont nul ne tenait compte. Et le soir, quand le silence régnait dans le foyer, elle sortait ses trésors et les alignait, l'ours en peluche à côté du sonnet, le bracelet de cheville à côté du carnet en cuir, soupesant l'ensemble stylo-crayon à papier dans sa main et contemplant l'inscription gravée au point qu'elle aurait pu reproduire de mémoire sa graphie anguleuse. Essayant la combinaison en satin noir et déambulant sans bruit dans sa chambre, dont elle ne fermait jamais la porte à clé. Par la suite, ce fut Anne, elle-même, qui alerta la directrice. Il lui avait traversé l'esprit que la directrice, qui s'appelait Miss McBride, portait en diverses occasions une paire de pendants d'oreilles qu'Anne savait ranger dans une boîte en carton dans la commode de Miss McBride. Aussi, un après-midi, vêtue de son peignoir et sa serviette sur le bras, Anne s'approcha de la petite pièce calme et dépourvue de livres dont Miss McBride venait de sortir pour aller faire des emplettes.
Elle avait à peine franchi le seuil que Miss McBride surgit inopinément. Consciente du silence qui l'enveloppait, Anne resta d'abord muette sous le regard de Miss McBride. Puis, retournant la situation de son mieux, elle lâcha précipitamment. « Miss McBride, je vous cherchais. » « Oui ?» Miss McBride demeura sur la réserve. C'était une femme assez jeune, bien faite, incroyablement romantique, et elle se délectait de l'admiration que les filles lui vouaient comme à une grande sœur. Incapable de résister aux sourires complices et aux acquiescements entendus, elle n'avait pas démenti la rumeur selon laquelle elle aurait permis, même encouragé, la fuite de l'une des filles quelques années auparavant avec un étudiant en chimie extrêmement riche. Elle avait entendu parler des vols et n'ignorait pas les nombreuses hypothèses émises par les unes et les autres. Mais elle n'était pas encore prête à prendre position sur l'affaire et n'avait pas l'intention de s'en mêler avant de pouvoir agir en toute connaissance de cause, sans offenser quiconque. La révélation qu'elle pressentait sur les lèvres d'Anne l'obligerait à intervenir immédiatement. Aussi, l'intonation de Miss McBride, lorsqu'elle répéta « Oui », était-elle froide, presque sinistre. « Miss McBride », dit Anne en adoptant un débit haletant, de sorte que plus tard, quand Miss McBride l'interrogerait, l'esprit complaisant de la directrice se rappellerait surtout de cette qualité émotionnelle. « Miss McBride, je ne sais pas quoi faire. Vraiment, c'est terrible. Je ne peux pas croire qu'elle ait fait ça. » poursuivit-elle en imitant tour à tour Cheryl, puis Maggie. « Ce doit être une maladie mentale. Quand je l'ai vue, j'ai essayé de trouver quelque chose à dire, et elle a eu l'air tellement coupable. Alors je suis descendu tout de suite vous le dire, et vous demander ce que je devais faire. » Après une hésitation, Anne ajouta d'une voix plaintive. « S'il vous plaît, est-ce qu'on peut régler ça discrètement, en évitant le scandale ?»« Qui est-ce » demanda Miss McBride, qui se concentrait sur l'essentiel. Anne baissa les yeux. « Je préférerais ne pas le dire, s'il vous plaît, Miss McBride. » Miss McBride haussa le ton. « Vous ne voulez pas me le dire ?» Anne rougit et garda le silence. « Oui, bien sûr, » reprit Miss McBride, vaguement gênée par son approche trop frontale. Ni l'une ni l'autre ne tenta plus de poursuivre cet échange. Après avoir réfléchi, Miss McBride déclara « Je vais mettre un avis sur le tableau d'affichage pour convoquer les résidentes à une réunion ce soir. »
par une étrange coïncidence. Toutes les filles qui assistèrent à la réunion, en fait, toutes les filles du foyer, savaient quand Cheryl ouvrit la séance que Miss McBride connaissait l'identité de la voleuse, ou qu'elle s'en doutait, ou qu'elle comptait la découvrir ce soir. Chacune tremblait, en proie à une délicieuse appréhension. La plupart espéraient que leurs amis proches seraient innocentés. Si un vote s'était tenu, la candidate la plus probable aurait été Cheryl elle-même, comme lors de l'élection de la déléguée. Debout, au milieu de la pièce, tandis que les autres filles s'étaient nonchalamment assises dans les fauteuils, sur les canapés et par terre, Cheryl n'ignorait pas qu'elle s'imaginait toute lire la culpabilité sur son visage. Miss McBride prit la parole, avec franchise et simplicité. « Les filles, dit-elle, l'affaire est grave. Le campus entier est au courant à présent. On commence à parler de nous, du fait qu'il y a ici quelqu'un qui emprunte des objets qui ne lui appartiennent pas et oublie de les rendre. Ce n'est bon pour aucune d'entre vous. Je sais que vous tenez chacune à préserver votre réputation, et ensemble, nous voulons que cette maison reste un lieu sain et convenable. Je crois que la responsable ne se rend pas vraiment compte qu'elle nuit à tout le monde, en ne se dénonçant pas. Miss McBride marqua une pause. Mais personne ne leva la main pour se dénoncer. Pensez-vous, continua Miss McBride, que si je proposais que nous regagnions tranquillement nos chambres et que j'attende quelques minutes que cette jeune fille vienne me trouver, pensez-vous que ce serait une bonne solution ? Un silence tomba. L'une des filles, dans un coin, qui avait envie d'action, lança alors « Puisqu'elle ne s'est pas fait attraper jusqu'à maintenant, elle ne se dénoncera pas. » « Je dois vous dire, » annonça Miss McBride avec un air lourd de signification, « que son nom est connu. » Un silence de mort se fit. Chacune attendait la suite. « Je ne vous le révélerai pas, » enchaîna Miss McBride d'une voix ferme. « Et je ne vous dirai pas par qui elle a été vue. Je dirai seulement que je vais prendre des mesures pour que cette affaire cesse, une fois pour toutes. » Il y eut encore un silence. C'était à Miss McBride d'imposer sa décision. Miss McBride inspira profondément. « Je vais fouiller toutes les chambres, » lâcha-t-elle en savourant son effet. Après un autre long silence, l'une des filles déclara timidement « Je ne crois pas que vous ayez le droit de faire ça, Miss McBride. Celle qui a quelque chose à cacher doit bien voir dans quelle position elle s'est mise. »
Anne, nullement consternée, se réjouissait en secret. Elle n'en espérait pas tant. Elle seule, peut-être, avait lu le journal dans le bureau de Cheryl, vu les lettres dans la commode d'Elena, percé les secrets enfouis dans les boîtes de mouchoirs, sous les lits, dans les recoins les plus sombres des placards, les secrets que l'on savait cachés là, mais que l'on croyait inviolés, jusqu'à ce que, exhumés par une bonne excuse, ils apparaissent dans leur parfaite banalité, parfois choquants, parfois risibles. « Vous pouvez commencer par ma chambre », annonça dignement Cheryl. Cette déclaration provoqua un basculement de l'opinion générale en faveur de Cheryl. À moins que, se demandèrent plusieurs filles, en tant que déléguée, elle n'ait été avertie de la fouille. Affichant une mine déterminée, Miss McBride se leva et partit vers l'escalier devant lequel elle s'arrêta. « Les filles, dit-elle d'une voix qui trahissait son manque d'enthousiasme. N'y a-t-il pas un autre moyen de procéder ? Elle s'engagea ensuite dans l'escalier. Cheryl, en tête, puis toutes les filles rassemblées dans la pièce la suivirent. Miss McBride monta au 2e étage, et après réflexion, au 3e, où logeaient seulement Anne et 3 autres filles. « Par quelle chambre vais-je débuter ?» demanda Miss McBride en hésitant. « La mienne !» répondit aussitôt Anne. Miss McBride dirigea sur Anne, debout au milieu de ses camarades dans le couloir, un regard qu'elle voulait éloquent. Anne, essayait-elle de lui signifier. Je sais qu'il n'y a pas de problème, que vous n'êtes pas la voleuse, parce que vous avez refusé de me révéler son identité. Je dois néanmoins fouiller votre chambre. Par un mouvement des sourcils, elle tenta de lui glisser. Mais nous savons, vous et moi, que ce n'est qu'une pure formalité. Elle continua à fixer Anne, jusqu'à ce que les autres se tournent aussi vers elle. Et alors, à leur insu, Miss McBride haussa les épaules d'un air impuissant à l'adresse d'Anne. Miss McBride, sur les conseils des autres filles et avec leur participation occasionnelle, procéda à une fouille rapide et inefficace. Tous les tiroirs de la commode et du bureau furent ouverts et leur contenu vaguement bousculé. « Certains objets sont trop volumineux pour être vraiment cachés », fit remarquer l'une des filles. Et Miss McBride, intégrant cette théorie à la conception qu'elle se faisait d'une fouille, laissa courir sa main sur les étagères et tapota le lit sans trop insister. Elle souleva cependant le matelas afin de regarder en dessous, tandis qu'une des filles ôtait la thé d'oreiller. Anne, debout près de la porte, vit ses camarades s'intéresser à elle pour la 2e fois de sa vie. Une fille qu'elle admirait manipula discrètement ses robes dans le placard. Une autre se pencha sur son bureau pour lire une lettre qu'elle était en train d'écrire à une amie du lycée. Miss McBride ouvrit la malle de la mère d'Anne
en posant une question tout à fait superflue. « Ceci est à vous, Anne ?»« À ma mère, » répondit doucement Anne. Miss McBride laissa retomber le coin de la cape en fourrure et interrogea les autres filles du regard. Je ne pense pas que... Non, bien sûr, dit une voix gênée, et la fille qui lisait la lettre d'Anne se détourna aussitôt. Eh bien, voilà qui est fait, déclara Miss McBride. Elle sourit à Anne et sortit résolument de la chambre, toutes les filles sur ses talons. Alors que Miss McBride entrait dans une autre chambre, quelques-unes se détachèrent du groupe et on les entendit fouiller une chambre plus loin dans le couloir, sur leur propre initiative. Miss McBride, dont la méthode devenait de plus en plus hasardeuse, inspecta les 4 chambres du 3e étage. À la fin, elle se contentait d'ouvrir les tiroirs et de jeter un coup d'œil dans les placards. Les filles, elles, éparpillées comme une nuée de sauterelles, lisaient, dérangeaient et examinaient tout ce qu'elles pouvaient attraper. Des commentaires circulaient. « Non mais tu as vu ce qu'elles ont trouvé ? Elle doit être morte de honte !» Mais aucune ne restait à la traîne. Miss McBride répétait à intervalles réguliers. « Soyons fair-play, les filles. Personne ne part dans sa chambre en avance. » Et chaque fois, elle les embrassait d'un regard rapide pour les compter. Au 2e étage, on exhiba le journal intime de Cheryl. Un paquet de lettres d'amour scandaleuses dans la chambre d'Elena et un médaillon où une fille avait glissé la photo d'un de ses professeurs. L'occupante de la pièce, invariablement, se tenait à la porte pendant que sa chambre était fouillée, prête à s'enfuir si une chose trop bizarre, qu'elle ignorait même posséder, qu'elle avait empruntée et pas rendue, que tout le monde à l'unanimité jugerait irrésistiblement drôle, ou trop honteuse, voire l'objet volé, était découverte. Naturellement, le labo photo ne fut pas soumis à la fouille, mais Miss McBride insista pour que les filles visitent sa propre chambre, laquelle, soigneusement préparée en vue de l'opération, ne révéla rien, hormis la photo d'un beau jeune homme, dont Miss McBride, rougissante, refusa de dire s'il s'agissait d'un frère ou d'un fiancé. Après la fouille, lorsqu'elles furent toutes à nouveau rassemblées dans le salon, Miss McBride exprima le soupçon général. « Eh bien les filles, il semble que l'une d'entre vous a été avertie à temps et s'est débarrassée des objets. Mais je vous le répète, nous savons qui est la coupable. Donc, je propose à nouveau que celle qui a pris ces choses qui ne lui appartiennent pas vienne me trouver dans ma chambre ce soir. Et nous n'en parlerons plus. » Elle partit en direction de sa chambre, puis s'arrêta pour se retourner et déclarer : « Il va sans dire que si rien n'est dénoué ce soir,
je serais contrainte de prendre d'autres mesures. J'avais espéré... Un léger soupir s'échappa de ses lèvres. J'avais espéré régler cette affaire ici entre nous. Mais si ce n'est pas possible, je me verrai obligé de prendre d'autres mesures. Elle sortit dignement. Et les filles, qui en savaient à présent davantage qu'auparavant, se séparèrent et remontèrent dans leur chambre. Personne n'osait parler. Chacune connaissait les secrets des autres. Aucune n'avait été épargnée. Ce serait un long et douloureux processus pour construire de nouvelles intimités, se protéger contre un danger d'intrusion, restaurer la confiance. Le soir, le foyer fut le théâtre d'une vaste destruction de trésors, brûlés, déchirés, découpés avec des ciseaux à ongles. Les corbeilles, vidées le lendemain, débordaient de pages arrachées et de photos déchiquetées. Et durant les jours qui suivirent, les filles n'échangèrent que de rares paroles, avec une extrême politesse. Lorsque le calme fut enfin revenu, Anne déballa son bracelet de cheville, son ours en peluche et son sonnet, son ensemble stylo-crayon à papier, sa combinaison noire et son carnet en cuir. Leur adjoignit les pendants d'oreilles de Miss McBride qu'elle avait glissés dans sa poche en prêtant main forte à la fouille de la chambre de Miss McBride et les aligna sur son lit. Ensemble, ils remplissaient à peine un minuscule sac de voyage. Aussi Anne passa-t-elle d'abord par le salon du foyer pour y ajouter 3 ou 4 cendriers en métal. Puis, immobile devant la porte d'entrée, écoutant le silence dans le foyer où toutes les chambres étaient fermées, elle connut sa première minute d'un plaisir sans mélange depuis l'enterrement de sa mère. Elle sortit alors rapidement et s'éloigna dans la rue, portant le sac de voyage. Puissante, armée. Oupsie.